Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique de la relation entre linguistique, traduction et traductologie. Yves Gambier. Les discours sur la traduction ne datent pas d'hier. Nombre de préfaces, d'essais, de notes alimentent l'histoire de ces discours jusqu'à l'émergence de la traductologie, TS, dans les années 1950 à 1970. Les synergies entre linguistique et traductologie ont souvent été complexes et ne sauraient se réduire à une simple opposition entre théorie et pratique. Gambier 1986. Dans les années 1970, la linguistique était dominée par la linguistique structurale, en particulier par l'approche générative transformationnelle, et se posait comme discipline phare en sciences de l'homme tandis que la traductologie cherchait à s'instituer comme discipline autonome et programme de formation universitaire spécifique. Entre les relations ambiguës des années 1950 à 1960, quand la traduction était encore perçue comme transfert de langue, et le rejet de la linguistique par certains fonctionnalistes dans les années 1980 à 1990, l'histoire des relations entre les deux domaines est un parcours assez alambiqué jusqu'à aujourd'hui. Dans ce qui suit, on vise à retracer cette histoire faite d'échanges théoriques, conceptuels, méthodologiques, l'échange souvent asymétrique, d'abord fécondé par les apports de la linguistique puis revitalisé par la TS secouant les frontières traditionnelles des études culturelles, de la littérature comparée, des recherches cognitives, tout en reconnaissant que la traduction a été et demeure un outil de dissémination des travaux sur les religions, en droit, en philosophie, en médecine, etc. En un mot, là où les catégories disciplinaires étaient ressenties comme stables, établies souvent dans des rapports de subordination, on trouve désormais des disciplines plus poreuses, entre lesquelles les connaissances se fructifient, se transforment, Gambier et Van Dorsler 2016. Les relations entre linguistique et traductologie n'ont jamais été un fleuve tranquille. Rappelons d'emblée que la traductologie connaît aujourd'hui une certaine tension due à un double changement paradigmatique concomitant, Gambier 2016, le passage du paradigme de l'équivalence, qui a longtemps justifié une approche linguistique, à celui culturel, où la traduction est envisagée dans le cadre de la langue culture d'arrivée et non plus par rapport au texte de départ, et le passage du paradigme de L', imprimé, qui a privilégié le texte écrit, littéraire et religieux surtout, à celui du numérique, avec un texte désormais multimodal, composé de signes visibles, sonores, verbaux et ouverts matériellement et sémantiquement. 1. Dans le passé si lointain, si proche. On ne saurait réduire la traduction aux seules pratiques contemporaines et la linguistique aux seules théories du XXe siècle, même si des histoires de la linguistique ne réfèrent que très rarement aux défis de la traduction et de L'. Interprétation, voir par exemple, Moonin 1967, Malmberg 1991, Itkonen 1991, Swegers 1997, Lepschi 1994 à 1998, Auroux 1989 à 2000, 2000 à 2006. Cette relative absence n'exclut pas néanmoins l'existence de contacts entre langue et culture, et pas seulement entre grec et latin. La première traduction de la Septante, Ancien Testament de l'hébreu en grec, Koiné, donna lieu au mythe des 72 traducteurs juifs, séparés les uns des autres mais produisant une même version absolument identique, et à une interprétation fantasmée du rapport entre mots et sens. La parole divine ne pouvait être que rendue mot à mot, attribuant ainsi un pouvoir statique, immuable aux Écritures et à l'Église supposée les diffuser. D'autres textes sacrés, comme le Coran en arabe et les textes védiques en sanskrit, ont d'eux-mêmes mis longtemps avant d'être traduits. De l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, les idées sur la traduction, au moins en Europe, ont été basées sur une certaine conception des langues et de la communication, héritée des mondes helléniques et romains, Steiner 1975, Renner 1989. Tôt dans le Moyen Âge, ces langues furent hiérarchisées. Il y avait au sommet celles qui étaient supposées proches du Verbe divin, à savoir l'araméen, l'hébreu, le grec classique, le latin, le slavon d'église, l'arabe classique, suivi des vernaculaires basés sur le latin, eux-mêmes précédant dialecte et patois. À côté d'une vision rigide du mot à mot pour les textes sacrés, la traduction, métaphrasis, hermeneia en grec ancien, pouvait être perçue comme une interprétation. Il n'y a eu pendant longtemps ni texte imprimé, jusqu'au XVe siècle en Europe, ni micro.
La mémoire et l'éloquence persuasive, c'est-à-dire la grammaire et la rhétorique, comptaient davantage que la fidélité, l'exactitude par rapport à un énoncé de départ. Cicéron, De Oratore 55 avant Jésus-Christ, et De Optimo Genere Oratorum, 44 avant Jésus-Christ, et Horace, Ars Poetica autour de 10 avant Jésus-Christ, ont plaidé pour une approche centrée sur le sens des mots plutôt que sur une approche littérale. L'écho de leurs traités résonna auprès de traducteurs médiévaux comme Saint Jérôme, traducteur de la Bible en latin ou vulgate entre 390 et 405, et John Exarch, traducteur bulgare du byzantin Saint Jean Damascène ou dit de Damas, au début du Xe siècle. Au XIII à XIVe s, on trouve des grammairiens qui spéculent sur les modes de signification, mêlant ébauche de description linguistique et réflexion philosophique, puis, peu à peu, ouvrant la voie au concept de grammaire universelle, les différences entre langues étant vues comme accidentelles. Cependant, certains, comme Roger Bacon XIIIe s, s'opposent à la possibilité de traduire, en reprenant des arguments de saint Augustin, 354 à 430, sur l'arbitraire du signe linguistique, lui-même issu de la théorie du signe d'Aristote. Toutefois, avec le développement des langues vernaculaires à la Renaissance, les réflexions sur la traduction vont se multiplier. On peut citer entre autres l'essai d'Étienne Dolet en 1540, La manière de bien traduire d'une langue en autre, insistant à la fois sur les caractéristiques de chaque langue et les intentions de l'auteur et s'éloignant du mot à mot et des latinismes, les anglicismes de l'époque pour favoriser la lisibilité du texte. Citons encore les écrits de Luther, mi-16e s, défendant la traduction cibliste, accessible au lecteur ordinaire et condamnant le mot à mot ou ce sens figé par les théologiens de l'Église catholique romaine. Luther, comme d'autres, entrevoit le rôle de la traduction dans l'essor des vernaculaires au détriment du latin. On peut également référer au pamphlet et manifeste de Joachim du Bellay de 1549. Défense et illustration de la langue française, plutôt négatif envers la traduction si celle-ci reste assujettie au modèle ancien. Selon Berman 2012, la traduction en France se serait institutionnalisée sous la double impulsion d'Aurème au XIVe siècle, tuteur du roi Charles V et à l'origine du français savant grâce à la transmission des connaissances à partir du latin, et d'Amyot au XVIe siècle, favorable à la libre adaptation et créateur d'un certain type de prose. Ces discours sur la traduction ne collent pas forcément aux pratiques dominantes de l'époque. Ils sont souvent prescriptifs, idéologiquement marqués, poussant à l'émergence des langues locales et au déclin du latin comme lingua franca. Avec en plus la découverte des langues exotiques du Nouveau Monde, fin du XVe-XVIe siècle, de nouvelles réflexions linguistiques ne pouvaient qu'apparaître, liées aussi au renouvellement des idées philosophiques. Ainsi le XVIIe siècle voit le nombre de publications s'accroître. Francis Bacon, Leibniz, Newton, pour ne donner que quelques noms, se font les avocats d'une langue universelle apte à connecter sans ambiguïté mots et concepts et donc à dépasser les faiblesses des langues naturelles quand on traduit. Critique 1979, Écho 1993. On peut penser ici également au texte anglais de Collet, 1640, de Dryden, 1680, prêchant la traduction libre, l'adaptation, mais aussi de John Locke, 1689, constatant encore l'intraduisibilité des langues. Confrontée à la diversité des langues, la méditation linguistique s'acharne à dégager une unité, au-delà des différences, comme l'illustre la grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, 1660. La traduction serait alors une opération qui rendrait évidentes les homologies entre langues. L'identité des pensées justifierait la traduisibilité mutuelle. Le XVIIIe siècle va osciller entre ces deux pôles, la recherche de l'universalité et la relativité linguistique, entre la présupposition d'une unique langue humaine primordiale et le constat de la multiplicité des langues. Pierre-Louis de Maupertuis, Réflexion philosophique sur l'origine des langues et la signification des mots, 1748, souligne ainsi la distance structurale, cognitive entre les langues. Charles Batteux, Traité de la construction oratoire, 1763, débattant avec les grammairiens de l'encyclopédie du Marsay et Bosé sur l'initiation à la version latine, discute de l'arrangement naturel des mots et de ses conséquences pratiques pour l'art de la traduction. Cette controverse stylistique sur l'ordre des mots a été intense dans les années 1750 à 1760, avec des arguments souvent rattachés à la traduction des auteurs anciens. Elle ponctue les polémiques sur la clarté,
Le génie des langues qui alors mettait en cause les avantages et les désavantages comparés du français et du latin, la nature du rapport entre pensée et langage et le découpage des disciplines traitant du langage. En 1797, Alexander Fraser Tytler dans son essai On the Principles of Translation souligne que la fidélité au contenu et à la forme du texte de départ ne peut contredire la lisibilité due au lecteur du texte traduit. On retrouve la tension constante entre loyauté au texte source et acceptabilité du texte cible. Le XIXe siècle voit l'essor de la linguistique comparative et historique, ainsi que l'établissement des familles de langues indo-européennes. La théorie du langage de Wilhelm von Humboldt, 1820 à 1821, poursuit les réflexions sur le relativisme linguistique, déjà élaborées plus tôt par exemple, par Herder et Destud de Tracy, tout en insistant sur le langage comme activité dynamique, energeia, et pas seulement comme produit, ergon. La traduction mot à mot comme la traduction absolument équivalente sont intenables. La diversité des langues reflète celle des visions du monde et du génie des nations. Plus tard, en 1855, dans Grammatique, Logique and Psychologie, le linguiste Eman Steinthal réaffirmera l'impossibilité d'une vraie traduction puisque les langues sont indépendantes de la logique. Toutes ces réflexions et propositions sur le langage et la traduction, de l'Antiquité au XIXe siècle. Finissant, achoppent sur la relation entre les mots et le sens, dans le cadre d'une vision idéalisée des contacts langagiers, culturels. Mounin, 1955-1963, va clore d'une certaine façon ce long chapitre historique, ce long débat sur l'impossibilité de traduire et les réalités de la traduction. Après avoir analysé les arguments polémiques, historiques et théoriques contre la traduction, il démontre que la traduction est toujours possible, souvent nécessaire. Dans les années 1950, la traductologie est encore dans les limbes. En France, seules 2 publications antérieures à celle de Mounin méritent d'être signalées, celle de Valérie Larbaud sous l'invocation de Saint Jérôme de 1946 et celle d'Edmond Cary 1956, la traduction dans le monde moderne. Mais dans les 2 cas, la traduction n'est guère envisagée dans le cadre d'une systématique. 2. Traduction et linguistique, une défiance réciproque ? Depuis que la linguistique s'est affirmée comme science depuis les années 1920, et que la traductologie s'est établie comme discipline autonome à partir des années 1970, au moins dans certains pays, leur relation N' a jamais été sans malentendu, à la fois au niveau conceptuel et au niveau institutionnel, la seconde cherchant à se faire reconnaître au détriment de la première, discipline phare dans les années 1960 à 1970. Au niveau conceptuel, la linguistique a été souvent accusée de réduire la traduction à un simple transcodage, ne l'appréhendant que comme un transfert entre langues alors qu'on traduit des textes produits et reçus en situation socioculturelle donnée. Par ailleurs, il faut admettre qu'un certain nombre de traductologues ont eu un bagage linguistique, comme par exemple Nida, 1964, qui n'a jamais nié les apports de la sémantique et de la sociolinguistique pour décrire les relations entre textes de départ et textes d'arrivée. Plutôt que d'en rester à une vision globalisante, statique, les rapports entre les 2 disciplines doivent être analysés dans des contextes précis. D'une part, la linguistique n'est pas homogène, voire note 3, et les ambitions de la traductologie ne sont pas simples. 2.1. La traduction et l'obstacle des langues. On a vu dans la section 1 combien et pendant longtemps la réflexion sur la traduction a été hantée par les différences entre langues. De fait, quand on traduit, on a affaire à du matériel langagier. Mais ce matériel ne se réduit pas aux structures lexicales, morphosyntaxiques, telles qu'elles peuvent être décrites, répertoriées dans les dictionnaires, les grammaires. La distinction saussurienne entre langue et parole permet de lever certaines ambiguïtés. On ne traduit pas les langues, système formel, ensemble de signes et de règles formant un code commun à une collectivité, mais la parole, acte individuel de création ou manière de combiner les éléments d'un code dans un acte de communication. On ne saurait donc réduire la linguistique au relativisme et à l'approche des systèmes de relations au sein d'une langue. Dans le premier cas de Humboldt, 1820, à l'hypothèse dite de Worf et Sapir, discutée dans les années 1920 à 1950, il y a croyance en l'isomorphisme entre langue et connaissance, vision du monde, comme s'il y avait un rapport unique entre mots et choses.
On ne peut dans le cadre de ce chapitre détailler les approches différenciées et parfois contradictoires des auteurs cités, les données collectées à l'appui de leur thèse, les caricatures qui en ont été parfois faites. Des chercheurs comme Jacobson, 1959 et Nida, 1964, ont dû et su se détacher de ce relativisme, affirmant que toute expérience et classification peuvent être transmises. L'asymétrie entre langues, que ce soit dans le vocabulaire ou dans les catégories grammaticales, comme les temps, le genre, le nombre, l'aspect, etc., n'est pas un obstacle à la traduction qui offre des stratégies ad hoc pour rendre les différences. L'opposition simpliste entre relativisme et universalisme est schématique. N'empêche, perdure dans la perception populaire de la traduction une certaine conception de l'équivalence comme recherche de sens identique, comme si deux langues exprimaient les mêmes valeurs, étaient nécessairement symétriques, avec des mots de ces langues véhiculant toujours les mêmes connotations ou même étant forcément présents dans ces deux langues. Dès lors, la traduction serait un problème de dictionnaire, un travail mécanique de substitution d'un mot en langue A par un autre en langue B, d'où l'adage « tradutore traditore », traducteur traître. Car de fait une traduction ne fonctionne pas au mot à mot, d'où aussi l'archétype du traducteur comme travailleur subalterne. Cette perception et cette conception se retrouvent chez nombre de donneurs d'ordre qui comprennent mal pourquoi il faudrait payer tant une activité mécanique, chez des universitaires qui pratiquent l'autotraduction, chez des concepteurs de l'industrie des langues qui continuent de croire à la communication comme séquence linéaire de mots et de propositions, chez des journalistes qui transforment des informations tout en niant traduire car pour eux la traduction ne saurait être que littérale, chez des enseignants de langue qui sont convaincus que version et thème, avec rétro-traduction, sont des traductions comme en sont produites des millions par jour dans les échanges commerciaux, scientifiques, culturels, diplomatiques. Dans cette perspective formelle, lexicale, le traducteur est un agent passif, sans voix, sans empathie, sans subjectivité, sans réflexivité, sans conscience interculturelle, sans aptitude à interpréter les textes. 2.2. Traduction et linguistique structurale. Saussure ne semble pas avoir directement influencé la traductologie. Cependant l'approche structurale a marqué au moins deux livres qui ont été des dates clés dans le développement de la traductologie. Celui de Vinet et d'Arbelnet, 1958, et celui de Catford, 1965, qui ont identifié, classé les différences linguistiques et stylistiques entre textes de départ et leur traduction. La stylistique comparée du français et de l'anglais, 1958, réfère aux notions saussuriennes de signes linguistiques et sont arbitraires et de valeur. Le pain en français n'a ni les mêmes apparences ni la même importance que bread, en anglais. À cela s'ajoutent les caractéristiques stylistiques, au niveau du lexique, des structures syntaxiques et du message, qui font que les deux langues ne recourent pas aux mêmes moyens pour dire certaines réalités. S'appuyant alors sur des traductions courantes, produites au Canada, les auteurs s'attardent sur les unités de traduction, plus complexes que le seul mot, et sur les 7 procédures de traduction. De manière assez similaire, on a aussi le projet de Malone, 1988, traitant des trajections ou de ce qu'il advient des langues quand on est supposé traduire. Vinet et d'Arbelnet ont eu une influence durable au Québec sur les études traductologiques et dans les formations en traduction, et ont inspiré jusqu'à une date récente d'autres ouvrages, manuels ou articles avec d'autres paires de langues. Faut-il alors s'étonner qu'il ait fallu presque 40 ans pour que le livre soit traduit en anglais, 1995, devenu entre-temps lingua franca de la traductologie? Catford avec A Linguistic Theory of Translation a pu bloquer ou irriter certains traductologues par sa définition de la traduction comme substitution d'une langue par une autre. Cependant, s'appuyant entre autres sur la grammaire systémique fonctionnelle de Halliday et sur les travaux de J.F. Firth, confère Gregory 1980, il en vient forcément mais de manière allusive à référer à d'autres éléments que linguistiques, notamment pour définir l'équivalence en traduction. Catford fournit des exemples tout en restant toujours au niveau de la phrase ou en deçà, même s'il mentionne le texte sans en tirer les conséquences. Pour lui, le sens est une propriété de la langue. Il faut dire qu'à l'époque la linguistique dominante n'a pas encore franchement assimilé l'analyse de discours, la linguistique textuelle. De fait, Catford traite de la traduction phonologique, graphologique, grammaticale, lexicale et de translittération. Quand il aborde les translation shifts, c'est pour décrire les passages entre grammaire et lexique et les changements dans les structures des phrases, des collocations,
et quand il aborde les variétés de langues en traduction, il en reste à des exemples de tournure plus ou moins figées. Dans cette perspective, on comprend les limites de la traduisibilité, même si de nouveau Catford intuitivement sent bien que les textes sont plus ou moins traduisibles. Ces circonlocutions entre traduction ou transcodage plutôt et transférence sont aujourd'hui dépassées. On notera que Catford n'oublie pas de citer à plusieurs reprises les effets de la traduction automatique, alors à ses débuts marqués par une approche formelle des langues. De ce qui précède, on peut tirer certains enseignements qui justifient qu'une certaine linguistique générale ait été rejetée dans les années 1980 à 1990, notamment par les tenants du fonctionnalisme en traduction. L'objet traduction est défini de façon étroite, a priori, comme relevant de langue alors que le tournant culturel des années 1980 à 1990 va démontrer que traduire, c'est recontextualiser un texte qui demande à être interprété et à être retraduit tant qu'il peut être réinterprété. Le concept d'équivalence, longtemps donné comme transparent, a donné lieu à controverse jusqu'à être quasiment délaissé aujourd'hui. Est-il un idéal ou un outil pour décrire ce que fait ou obtient un traducteur ? Il a pu de fait être confondu avec les correspondances de type lexicographique, dictionnérique. Il a dû être souvent qualifié selon les niveaux envisagés, lexical, syntaxique, sémantique, discursif, textuel, communicationnel, Kohler 1979, Larson 1984. En d'autres termes, il a été employé avec moult définitions avec des prémices différentes et dans des cadres théoriques, épistémologiques, méthodologiques trop variés pour faire consensus. Ainsi pour Vinet et Darbelnet, 1958, l'équivalence est l'une des 7 procédures de traduction. Catford 1965 l'intègre, qu'elle soit entière ou partielle, dans sa définition même de traduction, selon donc une certaine circularité. L'équivalence est ce qu'on peut observer comme équival. Nida 1964, ainsi que Nida et Taber 1969, ont fait la distinction, souvent reprise depuis, entre équivalence formelle et équivalence dynamique, fonctionnelle, annonçant d'avance le changement paradigmatique entre l'approche linguistique et l'approche culturelle. Même parcours ambigu pour le concept de shift, lancé par Catford pour désigner tout éloignement de la correspondance formelle quand on va de la langue de départ vers la langue d'arrivée. Newmark, 1988, le reprend pour signifier une technique de traduction, un changement de catégorie grammaticale entre les langues en présence, passage par exemple. Du singulier au pluriel, d'un participe à un adverbe, etc., ce que Vinet et Darbelnet appellent transposition. Popovich, 1970, dans une autre perspective, définit le shift comme une catégorie stylistique à considérer dans tout un système d'expression. Van Levenswart, 1989 à 1990, ira plus loin en proposant un modèle pour analyser et classer les shifts ou transformations aussi bien au niveau microstructural, proposition, phrase, qu'au niveau macrostructural, discours. Baker et al., 2009, élargissent encore le concept pour inclure les changements qui apparaissent dans le processus de traduction. Dès lors, la réflexion doit intégrer les facteurs circonstanciels, les normes et conventions qui font que les choix du traducteur, sa créativité, son style, sont plus ou moins contraints. Les exemples d'équivalence et de shift laissent deviner une des faiblesses de la traductologie, à savoir les incohérences de son métalangage. En empruntant à la linguistique, et plus tard à d'autres disciplines, elle ne clarifie pas nécessairement son propre domaine. D'autres concepts sont venus complexifier le tableau. Correspondance, exactitude, accuracy, adéquation, adéquatie, fidélité, etc., avant d'être dépassés par les propositions des études descriptives en traduction ou DTS, Toury 1995, envisageant les textes à traduire, leur sélection, leur traduction, leur réception, à partir des besoins et nécessités de la langue culture d'arrivée, rompant ainsi avec les approches uniquement fondées sur la comparaison des textes et une vision abstraite de L'. Identité, similarité et différence, en traduction. On n'oubliera pas de mentionner d'autres cadres linguistiques qui ont servi un temps à décrire, sinon expliquer, certains phénomènes traductionnels. Les débuts de la grammaire générative transformationnelle ont marqué Nida, 1964, et Nida et Taber, 1969. D'après ces derniers, le traducteur extrairait le noyau kernel du texte source et appliquerait certaines transformations lors de sa traduction comme la permutation, l'addition, la délétion, le replacement.
Malgré cette convergence terminologique, la linguistique générative n'a pas franchement influé sur la traductologie. Noël, 1973, Bastougy, 1974, aborde bien les questions d'universaux, de transformation, de sémantique générative, de changement linguistique, mais on peut dire sans lendemain. D'ailleurs, les synthèses qui existent sur les rapports entre linguistique et traduction, Malone 1988, Fawcett 1997, Ballard et El-Khaladi 2003, Malmkjær 2005, Mossop et al. 2005, Van de Weg et al. 2007, négligent souvent de référer à cette linguistique générative. Certes, Chomsky, dans ses efforts pour définir le langage dans sa dimension cognitive et la compétence langagière, n'a pas été sans influence sur ce qu'on appelle parfois l'école de Leipzig, Jäger, Cad, Neuber, Schmidt, orientant alors graduellement les réflexions en traductologie vers les processus mentaux sous-jacents au transfert de sens et aussi, grâce à un détour par la linguistique textuelle vers L'. Impact des divers types de textes à traduire sur les options stratégiques des traducteurs, préfigurant ainsi le développement fonctionnaliste de la traductologie dans les années 1980. Parmi d'autres influences de linguistique générale, on citera aussi la psychomécanique du langage de Gustave Guillaume qui a marqué par exemple l'ouvrage de G. Garnier, 1985, centré sur le verbe, les modes, l'aspect, les voix pour mieux comparer certains temps du français et de l'anglais. La théorie de l'énonciation de Cuglioli a aussi orienté quelques travaux de comparatistes, comme par exemple J. Guillemin Fleischer, 1981-1992. Dans ces deux cadres, il s'agit plus d'analyser les opérations et transformations impliquées dans la traduction interlinguistique, la théorisation de la traduction demeurant l'application d'une théorie linguistique. Plus conséquent est l'impact de la théorie pragmatique de la pertinence, qui a eu un temps l'ambition de remplacer toute théorie générale de la traduction, sous prétexte que la traduction ne serait qu'un exemple de communication où le plus grand effet doit être atteint avec le moindre effort. La notion de contexte est centrale dans cette approche puisque les interlocuteurs interviennent en présupposant les présupposés de l'autre, au moment de l'échange, et en jouant alors de l'explicite et de l'implicite dans leur énoncé. Ce qui relie Sperber et Wilson, 1986 et Guth, 1990, est la distinction entre l'usage de la langue assertive, descriptive, et l'usage de la langue non littérale, non assertive, qui est interprétative, les traductions relevant de ce dernier type. Elles sont des textes ressemblant à leur original, non pas au sens concret puisqu'il y a deux langues en jeu. Dès lors, seule compte la notion cognitive d'indice de communication, communicatif clu, issue de représentations et de contraintes sémantiques, de propriétés syntaxiques, d'expressions figées, etc. Guth 1991 sur 129-159. La traduction optimale est celle qui partage les indices de l'original et donne lieu à une même interprétation quand elle procède d'un même contexte. Il faut admettre ici la difficulté de tester, de valider, la pertinence d'une telle position. Au total, les diverses orientations de la linguistique générale, structurale, chomskyenne, guillaumienne, cugliolienne, auxquelles on a ajouté la théorie de la pertinence, ont su marquer la traductologie dans les années 1970 à 1980. Mais une fois que la linguistique a perdu de son aura, que les théories de la traduction se sont développées, notamment à partir du tournant culturel, années 1980 à 1990, les rapports entre linguistique et traductologie se sont émoussés. Il n'empêche que des domaines comme la sémantique, la pragmatique, la linguistique textuelle, la sociolinguistique, l'analyse de discours, la psycholinguistique ont continué à alimenter les divers tournants de la traductologie, voir divers chapitres de ce volume et House 2012, Serban 2013 sur 217-221, Munoz 2013, Munday et Zhang 2015. En outre, la linguistique appliquée n'est pas sans impact sur les développements récents. 3. Au-delà d'une certaine linguistique. La linguistique de 2020 n'est plus celle des années 1960 à 1980. Elle s'est diversifiée dans ses bases théoriques, ses ambitions épistémologiques, ses possibles méthodologiques. Et la traductologie n'ignore pas aujourd'hui ses avancées. À l'opposition simpliste, stratégique entre linguistique, formelle, versus traductologie, encore peu reconnue, peu institutionnalisée, fait suite une relation plus complexe où les concepts sont plus subtils, les questions de recherche se sont affinées,
relation plus complexe aussi parce que les humanités, les sciences sociales n'ont plus le prestige enivrant de naguère quand généralisation hâtive et simplifications outrancières étaient de mise. Plusieurs orientations de cette nouvelle linguistique appliquée vont être maintenant signalées. Les analyses contrastives sont sans doute celles qui sont les plus anciennes en traductologie, dans le sillage de Vinet et d'Arbelnet, mais elles ne sont plus dominantes aujourd'hui. La majorité a porté sur les différences entre structure et système plutôt que sur les conventions de l'usage linguistique qui intéressent la pragmatique, la sociolinguistique. Parmi les travaux à citer, on a Guillemin Fleischer, 1981-1992, suivi entre autres par Chuquet et Paillard, 1987, et par Malmkjær, 1999, sur la deixis et les particules discursives, avec des exemples danois-anglais. La collection linguistique contrastive et traduction chez Ofris offre nombre d'analyses publiées surtout dans les années 1990 sur diverses paires de langues, anglais-français, français-grec, arabe-français, français-polonais. La revue Babel continue de publier des articles centrés sur la contrastivité, notamment avec des paires de langues longtemps absentes ou négligées en traductologie, anglais, arabe, chinois, espagnol, allemand, français, espagnol, etc. Le défi constant de l'approche contrastive a été le type et la représentativité des données à considérer. Mais peut-on reprocher à des linguistes de recourir à du matériel traduit pour décrire des langues ? Oui, certainement, si ce recours est basé sur la conviction que la traduction est un exercice complètement transparent, décontextualisé, mécanique, de remplacement formel des mots. Un traductologue qui emprunte le chemin de la contrastivité est davantage intéressé par la médiation et les transformations qu'elle implique, que de formuler des assertions sur les langues, d'où, pour éviter toute circularité, les comparaisons non fondées exclusivement sur des textes et leurs traductions mais sur des éléments comparables, par exemple les formes de politesse, les demandes ou requêtes, les connecteurs, les diminutifs, etc. La textologie contrastive, Hartmann 1980, a ainsi ouvert la voie au texte parallèle, largement exploité quelques années plus tard par les études basées sur corpus, voire plus loin. Les traductions peuvent être une ressource pour la recherche linguistique, contrastive ou pas, à condition que les linguistes explicitent leur concept de traduction et reconnaissent la traductologie dans son autonomie et non comme une simple branche de la linguistique appliquée. Les études stylistiques peuvent également être placées sous le générique « linguistique appliquée ». Elles hantent la traductologie, soit du côté des écrivains à traduire, soit du côté des traducteurs dont le style a fait l'objet d'investigations plus ou moins régulières dans la première décennie des années 2000, Baker 2000, Boaz Beyer 2006, Munday 2008, Saldana 2011. Dans les deux cas, de nouveau le recours à des corpus électroniques a changé la donne, Saldana 2005. Toutefois, le style reste difficile à définir et son analyse est confrontée à l'exigence d'isoler ces variables d'autres considérations ou facteurs qui jouent aussi un rôle dans ses caractéristiques mêmes. Ce qui intéresse la stylistique aujourd'hui et la traductologie, c'est comment un texte, littéraire ou pas, signifie, quel est l'impact des moyens utilisés, au-delà des mots, quels sont les effets des choix effectués par un auteur, par un traducteur. La stylistique ne se réduit pas à la seule stylistique ou poétique dite cognitive, Tabakowska 1993. Elle est descriptive pour chercher à expliquer, par exemple, les conséquences possibles d'un verbe sans sujet dans un poème d'amour en chinois traduit en français, ou encore les conséquences possibles des connotations d'un sport en Italie dans une brochure touristique en anglais. Un style renvoie à certaines attitudes et croyances, à une certaine vision du monde, ou idéologie, Munday 2008. De la sorte, la stylistique d'aujourd'hui s'est bien éloignée de la conception des années 1950 quand elle se confondait avec la subjectivité, l'empreinte personnelle de l'auteur. Elle se rapproche désormais par exemple des études portant sur les registres de langue, sur la voix et la créativité du traducteur. Dire que le chat est couché sur la carpette, ou le chat est allongé sur le tapis persan, ne revient pas au même. Les raisons éventuelles de la sélection de l'une ou l'autre formulation, dans un contexte donné, impactent les choix que le traducteur aura à faire. La stylistique se rapproche aussi des études de réception, ou comment telle ou telle option a un effet sur le lecteur. Elle peut éclairer le changement de focus, de point de vue opéré par un traducteur. Enfin, elle peut également prédire ce que le traducteur peut faire, ce qui n'est pas sans implication pédagogique.
Un texte source lu dans toutes ses dimensions, y compris stylistique, peut être rendu de façon plus optimale lorsqu'il est traduit. Ainsi, les deux fortes présuppositions de la stylistique, qu'un style reflète certains choix et qu'il engage le lecteur, suggèrent que la traduction est plus que le texte devant soi, qu'elle est un acte interprétatif, créatif et non mécanique. Park 2007. Un autre aspect de la traductologie peut être rangé sous la bannière de la linguistique appliquée, tout en la dépassant aujourd'hui, vu sa dimension technologique, électronique et statistique, la traduction automatique, TA. Il ne peut s'agir dans ce chapitre de retracer l'histoire de la TA depuis la guerre froide jusqu'à maintenant, avec ses diverses étapes via l'approche par interlangue, celle à base de règles, les modèles statistiques établis à partir de corpus monolingues et bilingues, les projets hybrides mêlant règles et statistiques, et la TA neuronale. Le rappel ici portera sur le fait que la TA a émergé dans les années 1960 dans le cadre de la linguistique alors dominante, et pour répondre à des besoins d'espionnage industriel et militaire des deux côtés du Pacifique, URSS-USA. Les premières démonstrations publiques par IBM en 1954 eurent lieu parallèlement à d'autres, en d'autres endroits, Moscou, Tokyo, Grenoble. Derrière ces prototypes, on retrouve des linguistes, des sémanticiens et des experts en informatique, cybernétique et cryptographie. Parmi les linguistes informaticiens, on trouve l'américain Barry Lell, les Russes Lutskanov, Aprejan et Mark Yuke, les japonais Okajima et Nagao, ainsi que les français Vauquois et Boitet. Au début des années 1960, le développement rapide de la grammaire générative, avec Chomsky, stimula davantage la recherche basée sur les universaux linguistiques et les invariants en langue. La traduction était encore perçue comme un transfert plutôt mécanique de mots et d'expressions, en dehors de toute polysémie, de difficultés et d'ambiguïté sémantique, de connotation, et bien loin des nécessités d'inférer, d'extrapoler, d'établir des associations avec des connaissances antérieures, partagées, Melby 1995. L'ambition de saisir des informations cruciales des deux côtés du rideau de fer faisait oublier tous les obstacles réels à la traduction, automatique ou pas. La première conférence en TA se tint à Londres en 1956. L'Association de la TA et de la linguistique computationnelle fut créée en 1962, dans un contexte d'euphorie linguistico-technique. Mais très vite, en 1966, un rapport américain officiel, ALPAC Report, fit l'effet d'une douche froide sur le microcosme de la TA. Celle-ci avait échoué à satisfaire les attentes. Les fonds furent alors drastiquement réduits, sans mettre fin pourtant à la recherche. Ainsi, en 1970 à 1972, durant la guerre du Vietnam, le système Logo réussit à traduire automatiquement des manuels militaires. Cette épopée a mis en évidence le rôle du Pentagone et autres ministères de la Défense dans le développement des études en traduction, indirectement subventionnés par les projets de TA, ainsi que le rôle de la linguistique dans les confrontations internationales plus ou moins secrètes. Encore aujourd'hui, ces appuis financiers, technologiques imprègnent certains travaux ou programmes de formation en traduction-interprétation, par exemple au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 quand il a fallu recruter aux États-Unis des gens qualifiés dans certaines langues. Autre partie intégrante de la linguistique appliquée, les études sur corpus électronique. L'amplitude de ces études depuis les années 1990, aussi bien en linguistique qu'en traductologie, ne permet pas d'en esquisser un bilan ni même d'en délimiter les orientations principales, les acquis majeurs, la VIOSA 2013. Là encore, il suffit de dire que la linguistique a d'une certaine manière précédé la traductologie, sans toutefois répondre aux mêmes besoins ni aboutir aux mêmes résultats. Baker 1993. Si par exemple, les corpus en linguistique ont porté sur les variations langagières, les traits spécifiques de l'oral, les modèles lexico-grammaticaux qui structurent l'usage et le sens de certains mots, ceux en traduction ont porté sur le style des textes traduits, sur les caractéristiques linguistiques propres à la traduction écrite ou au doublage, sur les universaux possibles, indépendants des paires de langues en présence, sur les translation shifts, sur l'influence de l'anglais via les traductions, etc. Mais les deux disciplines se sont interrogées sur les conditions, critères et contraintes pour élaborer, informatiser, annoter, traiter, analyser de tels corpus, distinguant divers types, en synchronie ou en diachronie, générale ou spécialisée, monolingue ou multilingue, écrit ou oral ou multimodal. Ainsi en traductologie, on a affaire tantôt à des corpus dits parallèles,
qui accumulent des textes originaux en langue A et des textes traduits en langue B mais qui peuvent être néanmoins bidirectionnels, c'est-à-dire aussi avec des originaux en langue B et des traductions en A, tantôt à des corpus comparables, qui exhibent des textes, traduits ou pas, de même genre par exemple, dans une même langue A ou B. D'aucuns ont servi et servent à l'évaluation de traduction, à la formation de traducteurs, notamment quand on apprend à traduire vers une langue étrangère, Zanetin et al. 2003, Bibi et al. 2009. Linguistique et traductologie, avec leurs divers corpus, ont vu se multiplier les études descriptives, fonctionnelles, empiriques, et ont pu tester diverses hypothèses propres à chacune. Avec les corpus, on peut dire que les rapports entre linguistique, contrastive et computationnelle, langue de spécialité, rattachée à un domaine de connaissance, à une pratique ou savoir-faire comme la langue juridique, médicale, commerciale, etc., pédagogie des langues, terminologie, lexicographie et traduction, sans oublier l'interprétation, Russo et al. 2018, sortent renouvelées. Voir, entre autres, Kenny 2001, Laviosa 2002, Granger et al. 2003, Maev 2004, Xiao 2010, Zanetin 2012, Mikhailov et Cooper 2016 pour ne citer que des ouvrages car la liste des conférences récentes sur le recours au corpus, des numéros spéciaux ou thématiques de revues comme Meta en 1998 et 2011, Across Languages and Culture en 2012, TC3 Translation, Computation, Cognition, Corpora depuis 2011, serait trop longue à énumérer ici. 4. En guise de conclusion. Le tour d'horizon proposé dans ce chapitre n'a pas eu l'ambition d'être exhaustif. D'autres linguistes francophones auraient pu être mentionnés, comme par exemple Sebali dont la stylistique comparée, 1905, est en partie issue de ses réflexions de ses traductions avec ses étudiants mais n'a pas abouti à un essai sur la traduction. Le panorama est plutôt franco et anglophone. On ne saurait oublier pourtant certains travaux soviétiques des années 1950, où linguistique et traduction se nourrissent l'une de l'autre. Qu'on pense ainsi à Retzker, 1950, sur les régularités dans les correspondances en traduction, à Fedorov, 1953, sur les stratégies de traduction en rapport à 3 types de textes. Quoi qu'il en soit, toutes ces linguistiques ne prétendent pas aider les traducteurs à prendre des décisions. C'est un reproche qui a été formulé parfois par des traductologues, mais elles aident, jusqu'à un certain point, à mieux appréhender le matériau langagier qu'ils manipulent. Par exemple, les langues contrôlées, simplifiées pour prééditer des documents, et les défis de la post-édition, réviser la sortie des systèmes de tas, pourraient redonner de la vigueur aux apports de la linguistique. Les rapports singuliers entre linguistique, traduction et traductologie ont changé ces 60 dernières années en dépit de certaines idées préconçues, que la traduction aurait une hantise littéraliste, que la linguistique ne serait que structurale, en partie parce que les deux disciplines ont évolué mais aussi parce que les besoins, les questions de recherche, les méthodes ont aussi évolué. De discours plutôt prescriptifs, spéculatifs, on est passé à des approches plus descriptives. Les cadres avancés par divers courants de la linguistique n'ont pas suffi, ne suffisent pas à rendre compte de toute la complexité de la traduction comme pratique, comme sujet de réflexion, comme objet d'analyse, comme matière à formation. La linguistique cognitive contemporaine, mêlant la grammaire cognitive, la théorisation de la métaphore et de la métonymie, la sémantique du prototype, alimente bien des travaux sur cognition et traduction. Cette dernière, de fait, peut être abordée sous différents angles, tant elle est un objet complexe, angle linguistique mais aussi psychologique, sociologique, cognitif, culturel, historique, technologique, selon aussi la nature des situations et le type de texte discours envisagé. Ainsi la perspective interactionnelle de la communication multimodale audiovisuelle peut être mieux circonscrite avec des concepts et méthodes de la pragmatique, de la psycholinguistique que la conférence de presse de politiciens à interpréter qui exige sans doute une analyse de discours, un savoir historique. La linguistique, ou plutôt les sciences du langage, offre une panoplie assez large d'outils et de méthodes mais l'observation, l'analyse même de la traduction demande une interdisciplinarité loin encore d'être établie. Transférer, intégrer des connaissances et des méthodes d'une discipline à une autre nécessite non seulement de traduire les différences entre ces disciplines mais aussi de maîtriser leur rhétorique, leurs conventions. Apprendre à coopérer, à dialoguer, à trouver des zones de contact, à définir en commun des problèmes, des modèles, des variables ne sont pas forcément facilités dans les universités obsédées de classement, de compétition quantifiée,
nombre de publications, de diplômés, de subsides, etc. Toury, 1995, a plaidé pour une approche descriptive en traductologie et au-delà, beyond, mais cet au-delà ne signifie pas sans description. On peut souhaiter aller au-delà des travaux linguistiquement orientés sur la traduction mais pas sans eux. Ils apportent leur point de vue, leurs résultats, leurs questionnements. De quelle est-ce linguistique est-ce le traductologue, le traducteur ont-ils besoin? Pourquoi et jusqu'où? Ce sont des questions pertinentes qu'on doit poser à n'importe quelle discipline qui tente de saisir la traduction. De quelle est-ce sociologie est-ce? De quelle est-ce psychologie est-ce? De quelle est-ce science est-ce cognitive est-ce? La traductologie a-t-elle besoin? Référence. Auroux Sylvain, édition. 1989 à 2000. Histoire des idées linguistiques, 3 volumes. Bruxelles, édition. P. Mardaga. Auroux Sylvain, édition 2000 à 2006. History of the Language Science. En International Handbook on the Evolution of the Study of Language from the Beginnings to the Present, 3 volumes. Berlin de Gruyter. Baker, Mona. 1993. Corpus Linguistics and Translation Studies, Implication and Application, in M. Baker et al. Le accent aigu DS. Text and Technology, in honor of John Sinclair 232 à 250. Amsterdam, Philadelphie, John Benjamin. Baker, Mona. 2000. Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator, Target 12, 2, 241-266. Wacker, Mathis et al. 2009 deuxième édition. Shift in Translation in Mona Baker et Gabriela Saldana ed. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 269-274. Londres, New York, Routledge. Ballard, Michel et Ahmed El-Khaladi. 2003. Traductologie, linguistique et traduction. Arras, Artois. Acte d'un colloque tenu à Arras en mars 2000. Bally, Charles, 1905. Précis de stylistique. Esquisse d'une méthode fondée sur l'étude du français moderne. Genève, Aiguiman. Bally, Charles. 1932. Linguistique générale et linguistique française. Bern Frank. 4e édition revue et corrigée en 1965. Bastougy, Jacqueline. 1974. Traduction et théorie linguistique, change 19h25-46. Batteux, Charles. 1990. La leçon de lecture. Paris, édition des Cendres. Reprend différents textes de Batteux dont Principe de la littérature, 1764, et Traité de la construction oratoire, une théorie sensualiste de l'ordre des mots, 1763. Bibi, Allison et al., E accent aigu DS. 2009. Corpus us and translating. Corpus us for learning to translate and learning corpus us to translate. Amsterdam, Philadelphie, John Benjamin. Berman, Antoine. 2012. Jacques Amiot, traducteur français. Essai sur les origines de la traduction en France. Paris, Belin. Boaz Beyer, Jean E. accent aigu D. 2004. Translation and Style. Numéro spécial de Language and Literature 13 1. Boaz Beyer, Jean. 2006. Stylistic Approaches to Translation. Manchester, Saint-Jérôme. Catford, John Cunnison. 1965. A Linguistic Theory of Translation. En Essay in Applied Linguistics. Oxford University Press. Chuquet, Hélène et Paillard, Michel. 1987. Approche linguistique des problèmes de traduction français-anglais. Gap Paris au Fris. Critique 387 à 388, août-septembre 1979. Numéro thématique sur le mythe de la langue universelle. Eco, Umberto. 1993. La ricerca de la lingua perfetta, nella cultura Europa. Traduit en français en 1994. La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne. Paris, édition du Seuil. Réédité en 1998 dans la collection Points Essais. Fawcett, Peter. 1997. Translation and Language. Linguistic Approaches Explained. Manchester, Saint-Jérôme.
Fedorov, Andrei volume 1953. Vedniv et Teoridjou Perevoda. Introduction à la théorie de la traduction. Moscou, Literatura na Inoster Agika. Gambier, Yves. 1986. Théorie pratique, une fausse alternative. Pour un concept dynamique de la traduction, Méta 31.2, 165 à 172. Gambier, Yves. 2016. Rapid and Radical Change in Translation and Translation Studies, in International Journal of Communication, volume 10, février 2016, pp 887 à 905, Special Section, Babel and Globalization, Translating in the 21st Century. http://ijoc.org. Gambier, Yves et Van Dorsler, Lucade. 2016. Word Crossing. Translation Studies and Other Disciplines. Amsterdam, Philadelphie, John Benjamin. Garnier, Georges. 1985. Linguistique et traduction. Éléments de systématique verbale du français et de l'anglais. Caen Paradigme. Goethe, Johann Wolfgang von. 1819. Übersetzungen, Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des Westöstlichen Divan, Stuttgart, 1819. Traduit en anglais dans Helvenuti, édition. The Translation Studies Reader, 3e édition 2012. Routledge. Granger, Sylvia Néal, E accent aigu DS. 2003. Corpus Based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies. Amsterdam, Rodopi. Grégory, Michael. 1980. Perspective on Translation from the Fursian Tradition, Méta 25, 4, 455 am 466. Guillemin Fleischer, Jacqueline. 1981. Syntaxe comparée du français et de l'anglais. Problème de traduction. Gap Paris Offris. Guillemin Fleischer, Jacqueline. 1992. Linguistique contrastive et traduction IGAP Paris, Offris. Guth, Ernst August. 1991. Translation and Relevance. Cognition and Context. Oxford, Basil Blackwell. Ouvrage dérivé de sa thèse de doctorat, UCL Londres, 1989. Réédité en 2000 chez Saint-Jérôme, Manchester. Hartmann, Reinhard. 1980. Contrastive Textology. Comparative Discourse Analysis in Applied Linguistics. Heidelberg, Julius Gross. House, Julian. 2012. Text Linguistics and Translation in Gambier, Yves et Van Dorsler, Luc E accent aigu DS. Handbook of Translation Studies, volume 3, 178 à 183, Amsterdam, Philadelphie, John Benjamin. Itkonen, Esa, 1991. Universal History of Linguistics, India, China, Arabia, Europe. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.